en une semaine. Le processus est relativement simple. Il suffit tout simplement de se rendre chez l'opticien pour un examen de vue, ouvrir un compte sur le site de consultation médicale à distance, médecin direct, et y remplir un questionnaire de santé. Et pour refermer ce flash valdoisien, rendez-vous sur la commune de Sannois. Actuellement, c'est la 10e édition du festival Les Petites Oreilles, organisé par la ville. Le festival Les Petites Oreilles propose aux jeunes de 0 à 11 ans de s'initier aux joies de la création musicale à travers une série d'ateliers et d'expositions. Jusqu'au 10 juin, les enfants pourront notamment découvrir les bases de la musique assistée par ordinateur, danser au son des musiques actuelles ou encore créer de la musique avec des objets du quotidien. Pour en savoir davantage, vous avez le 01 39 98 21 44 ou encore ville-sannois.fr. C'était vos informations valdoisiennes sur IDFM Radio Anguin. C'était aussi la matinale. Je vous retrouve demain de 7h à 9h pour d'autres actualités, des invités, de la musique et des cadeaux à gagner sur IDFM Radio Anguin. Maintenant, vous avez rendez-vous avec Florence pour le bar de l'économie. Bonjour. Bonjour. Prête? Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre le bar de l'économie sur IDFM, en web radio ou en vidéo live via Facebook. Notre thème du jour, c'est Comprendre le monde, proposé par Pascal Boniface, directeur général de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, qui reçoit Jean de Glignasti, ambassadeur qui fut en poste au Sénégal, au Brésil et plus récemment en Russie. Il va nous expliquer les récentes élections russes qui se sont déroulées. Aujourd'hui aussi, la suite de notre reportage sur le salon Viva Technologie avec Jérôme, les annonces de Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, qui a identifié pas moins de 100 mesures pour simplifier la vie des entrepreneurs, un avant-goût de la loi Pacte. Et enfin, d'autres infos, bien sûr, sur les différentes mesures qui pourraient se préparer en fin d'émission. Mais tout d'abord, deux hommages. Tout d'abord à Serge Dassault, homme politique tenace, qui a réussi à devenir maire de Corbeil-Essonnes après 17 ans dans l'opposition, puisque la ville était communiste. Cet industriel de l'aviation et patron de presse est décédé ce lundi 28 mai à Paris à l'âge de 93 ans à son bureau, qu'il n'a jamais quitté. Francis Choua, maire d'Evry, souligne: la famille Dassault, c'est une histoire française. Une grande page de notre histoire industrielle et de l'image de la France dans le monde se tourne. Serge Dassault a également marqué sa ville de Corbeil, notre territoire et le centre hospitalier sud-francilien auquel il tenait beaucoup et dont il a assuré par le passé la présidence du conseil de surveillance. Seul compte aujourd'hui l'hommage que toute la nation doit lui rendre à l'homme, à sa famille et à ce qu'elle a apporté à notre pays, a-t-il déclaré. Second hommage du jour, eh bien, c'est à Mamoudou Gassama, notre nouvel héros du quotidien. Ce jeune Malien sans papier a sauvé un enfant suspendu dans le vide. En guise de reconnaissance, il sera régularisé et naturalisé français sur décision du président Emmanuel Macron après leur rencontre hier à l'Élysée. Il sera également embauché chez les pompiers de Paris. Ce jeune homme a escaladé, si vous n'avez pas vu la vidéo Facebook, ce jeune homme a escaladé la façade d'un immeuble à main nue samedi 26 mai vers 20h en 4 minutes dans le 18e arrondissement de Paris pour porter secours à un enfant suspendu dans le vide, comme le montre donc cette vidéo sur Facebook. L'enfant avait déjà chuté d'un étage et c'était un autre voisin qui lui tenait le bras mais qui n'arrivait pas à le hisser. Les pompiers n'ont été appelés qu'une fois l'enfant sauvé. Ils confirment que le garçon de 4 ans était sans surveillance quand ils sont arrivés. Saluons donc et rendons hommage à Mamoudou Gassama. On va tout de suite faire une petite pause musicale. Non, on va d'abord parler. Allez, on va donner la parole à Jérôme pour le salon Viva Technologie. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce salon? Oui, bonjour. Alors, on avait déjà discuté un peu de la fameuse voiture pop-up, voilà, c'est ça, hier, qui vole, et du bateau Sea Bubble, qui peut-être, qui sait, sera les futurs taxis sur la Seine, qui volent aussi d'ailleurs sur l'eau.
Donc maintenant, j'aimerais bien parler d'un fameux robot qui s'appelle Pepper. Il a une reconnaissance faciale qui permet de vous reconnaître et de converser avec vous. J'ai pu moi-même lui parler, il a imité l'avion sous ma demande et j'ai même eu droit à un câlin. Il est capable d'aller chercher de l'aide, d'enregistrer des données, il nous suit du regard et possède plein d'autres qualités. Donc renseignez-vous sur le site avatarion.ch. Évidemment, on découvre l'imprimante 3D. Grande surprise, une dame est en train de jouer avec un violon transparent imprimé par l'imprimante 3D. C'est le tout premier violon de la société 3D Varius. D'après elle, il est beaucoup plus léger et il est fait en une seule pièce. Toujours dans le 3D, la société Exens a créé un scanner 3D. Donc on dirait un œuf à échelle humaine dans lequel on entre. Il nous scanne pour créer notre avatar virtuel. Donc notre avatar peut être utilisé pour tester nos limites physiques, mais aussi changer de look. Donc essayer virtuellement des habits ou des coupes de cheveux sur notre double virtuel et plein d'autres choses. Pour en savoir plus, allez sur le site internet exens.eu. Exens, c'est E-X-S-E-N-S. Pour les mordus de randonnée ou les ONG qui travaillent dans des endroits sans électricité, Au-Sol a trouvé une solution pour vous. Avec un boîtier de 30 cm de haut, l'électricité est rendue. Il contient des panneaux solaires qui se déploient dès qu'on appuie sur un bouton. Dans la catégorie des inventions pratiques, Inumdle Lab nous présente ses bracelets de montre SGNL. Ils permettent de recevoir et de passer des appels téléphoniques en plaçant simplement le bout de votre doigt sur l'oreille. Vous n'avez donc plus besoin de porter d'autres appareils comme des casques ou des écouteurs. Les bracelets peuvent être utilisés sur n'importe quelle montre, donc les montres intelligentes mais aussi toutes celles que vous avez dans vos tiroirs. SGNL se connecte par Bluetooth au téléphone utilisé. En plus, ce bracelet est capable de suivre notre activité physique et de nous rappeler d'effectuer certains appels. Pour continuer dans ce monde du futur, il est impossible de ne pas mentionner les casques virtuels. Ils sont omniprésents à Vivatech. MK2, effectivement, nous les fait tester en nous plongeant dans un monde parallèle. C'est assez impressionnant. Le salon est bondé, mais à l'instant où on met ce casque, plus rien n'existe. Par contre, lorsqu'on l'enlève, le retour à la réalité est assez brutal. C'est le futur du cinéma, nous dit-on. On suivra le film avec un casque virtuel qui nous permettra de découvrir le film, donc nous-mêmes en nous baladant dedans. Chacun pourra alors vivre le film différemment. Ces casques sont utilisés aussi par la RATP pour conduire un métro virtuellement, ou encore par Soprasteria pour diminuer la douleur des personnes amputées d'un membre. D'ailleurs, Soprasteria travaille aussi sur l'interaction entre le virtuel et le réel. Donc avec un casque, on se retrouve plongé dans un chantier en construction et avec une manette, on peut déplacer un cube qui se déplace aussi dans la manette réelle à côté de nous. Mais parlons un peu musique. Pour les amateurs, les artistes ou producteurs, Qwant, le moteur de recherche sur Internet français, il faut le dire haut et fort car il respecte votre vie privée, vous facilite la vie. Dans un monde où tout va toujours très vite, il est difficile de ne rien rater. Qwant lance l'application Qwant Music, donc pour rappeler, c'est Q-W-A-N-T. Vous pouvez télécharger toutes les données musicales du web en un lieu unique. L'accès est facilité selon vos degrés d'attente. Si vous êtes artiste, vous pourrez créer votre propre page Qwant Music, déposer et gérer votre contenu. Pour les producteurs, cela permet une mise en avant et gestion des artistes beaucoup plus simplement. Pour plus d'informations, tapez qwant.com. En conclusion, la technologie française est bien au rendez-vous. Quelques chiffres pour terminer. En 2017, 2,5 milliards d'euros ont été investis dans les startups. Ces montants ont plus que triplé en 3 ans. Selon Emmanuel Macron, je cite, « La France est en train de rattraper son retard sur les fortes levées de fonds. » Un conseil pour finir, vous voulez créer votre propre startup, Start Grow Scale, S-C-A-L-E, peut vous aider. Ils accompagnent les startups en déterminant où sont les opportunités et quelle stratégie adopter, puis ils vous mettent en relation avec des fonds français. Pour plus d'informations, il vous suffit de taper Viva Technologies, toujours avec un Y, et beaucoup d'informations sont données. Mais si vous êtes du Val d'Oise, il y a plusieurs associations qui sont là pour répondre à votre attente. Nous les recevons régulièrement à l'antenne. Merci Jérôme pour toutes ces nouveautés. On voit effectivement que les nouvelles technologies ont des imaginations sans limite et vous nous avez présenté de très belles innovations. Du coup, sur notre page Facebook, nous mettrons quelques photos et des extraits de ce salon. Et avant d'entendre ce que Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, à nous dire et à annoncer au salon Viva Technologie, je vous propose une pause musicale avec Amir, car hier, c'était en fin d'émission, on n'a pas pu bien entendre sa chanson, donc on vous la repasse aujourd'hui. Les rues de ma peine.
il bloque l'ordinateur. Comment ça, il bloque? Il a bloqué, il ne voulait plus mettre les chansons. Donc il a fallu que je passe d'ici et que je revienne là. Chacun parle sa propre langue. Très souvent, il tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Jean. Les mots de mes pensées m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens m'efface. Elle dure combien de temps cette chanson? 3 minutes. Je vais faire un petit pipi. Parfois je me plante entre l'ami et l'amante. Les démons chantent et nous demandent. Pourtant tu es élevé, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées, une vague d'âme qui nous dépasse. Collé à nos égaux, posés comme des lécros, je veux qu'on se laisse un peu. On va être un peu plus fort en studio parce qu'il y a des gens qui écoutent de la Facebook qui sinon n'entendent pas. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Très fort. Charlie, vous nous faites reprendre au bout de 2 minutes 50. Très bien. Il reste encore 1 minute. À peine. Bah, dans 50 secondes, dans 30 secondes, on reprend. Voilà, c'était le nouveau titre d'Amir, Les rues de ma peine. Alors on poursuit avec notre visite du salon Viva Technologie, donc le week-end dernier, où Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, a conclu son tour de France des startups engagé en 2017 et au cours duquel il a identifié pas moins de 100 mesures pour simplifier la vie des entrepreneurs. Ces mesures ont été pensées autour de 4 grands thèmes d'action: la simplification de la vie des startups, le financement, l'aide au recrutement des talents et l'accompagnement à l'international. Les propositions sont à la fois transversales et sectorielles. Le ministère a aussi identifié des actions par domaine, 14 en tout, dont la FinTech, comprendre la finance, l'IS-Tech, c'est-à-dire comprendre la santé, l'EdTech, comprendre l'éducation, et l'économie collaborative ou encore le retail, c'est-à-dire la vente au détail. Parmi les 100 propositions pour simplifier la vie des entreprises, en voici 10. La relance et le renforcement du dispositif France Expérimentation. Il s'agirait d'un guichet public qui permet aux entrepreneurs d'exprimer leurs besoins d'adaptation des normes réglementaires ou législatives et des procédures administratives afin de pouvoir lancer leurs projets. Deuxièmement, la mise en place d'un correspondant start-up. Un correspondant serait présent dans chacun des ministères afin d'animer une communauté de start-up dans son secteur et aider les entrepreneurs à naviguer dans leur écosystème, à trouver leur bon interlocuteur. Troisièmement, le gel des effets de seuil. Dans les prochaines semaines ou mois, plusieurs mesures devraient être annoncées, notamment au sein de la loi Pacte, afin de geler les effets de seuil pour que les entreprises n'aient plus peur de grossir. Le lancement des Venture Loans, il s'agira de prêts complémentaires entre 20 et 100 millions d'euros financés par BPI France afin d'amplifier les levées de fonds des startups. Cinquième mesure, faciliter les ICO. Celles-ci seront facilitées via la création d'un label mis en place avec les acteurs bancaires. Leur but est d'apporter de la confiance afin que la France devienne attractive pour ce type d'opération. Excusez-moi. Sixième mesure, le relèvement du seuil d'exonération des procédures des marchés publics. Le seuil d'exonération des procédures pour les PME innovantes va passer de 25 000 à 100 000 euros.
En effet, le secrétaire d'État a expliqué que la procédure actuelle pour les marchés publics dépassant 25 000 € est tellement lourde que les startups ne postulent pas. Il n'y a pas d'ailleurs que les startups qui ne postulent pas. Cette mesure devrait être mise en place avant la fin 2018. Mise en place également d'une mission pour la résolution des tensions durables sur les métiers du numérique. Elle aura pour objectif de suivre ces métiers en tension et les compétences recherchées afin d'ouvrir plus rapidement de nouvelles formations. Assouplissement du French Tech Visa. Avec ces mesures, les startups pourront plus facilement recruter des spécialistes étrangers. Création de l'indice Next 40. Celui-ci identifierait les entreprises qui ont le plus fort potentiel afin de pouvoir mieux les promouvoir à l'international. La périodicité de la mise à jour de la liste n'a pour l'instant pas été communiquée. Nous avions le CAC 40, a-t-il déclaré, nous aurons désormais le Next 40. Et enfin, 10e mesure sur les 100, lancement des Scale-Up Tours. Il s'agira de tournées à l'étranger pour les entreprises françaises à succès qui souhaitent s'internationaliser. Voilà, donc vous voyez que la loi Pacte contiendra beaucoup de nouvelles mesures. Je pense qu'elle devrait être annoncée au mois de septembre, donc on en reparlera à la rentrée. En attendant, on fait une nouvelle pause musicale avant de rejoindre Pascal Boniface, directeur général de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Je sais pas ce que j'ai une allergie qui... Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. C'est le pollen, ça doit être... Vous direz Ariana. Je vous laisse combien de temps? 1 minute 30? 2 minutes? Elle dure combien de temps? 3 minutes 16, donc on va... On va laisser 2 minutes 50. Il merde complètement l'ordinateur. On m'entend pas. Voilà, c'était Ariana Grande avec No Tears Left to Cry. On rejoint tout de suite Pascal Boniface, directeur général de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, qui reçoit Jean de Glignasti, ambassadeur qui fut en poste au Sénégal, au Brésil et plus récemment en Russie. Donc, beau connaisseur de la Russie, il va nous expliquer les récentes élections russes. Bonjour Pascal. Aujourd'hui est Jean de Glignasti, ambassadeur qui a été en poste au Sénégal, au Brésil et plus récemment en Russie et qui est parallèlement directeur de recherche à l'IRIS. Jean de Glignasti, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des bons connaisseurs de la Russie. Les élections présidentielles
auront lieu d'ici un mois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le suspense n'est pas insoutenable. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, il y a un autre suspense qui, lui, est important, c'est celui du taux de participation. Et jusque-là, les taux de participation aux élections présidentielles étaient assez élevés, entre 60 et 65%, parfois plus. Et cette fois-ci, s'il est plus bas, ça aura une signification politique. Parce que le principal opposant, Navalny, qui n'a pas pu se présenter parce qu'il avait une procédure judiciaire en cours, a fait du boycott des élections un thème politique. Donc, pour le gouvernement russe et pour Vladimir Poutine, l'enjeu maintenant, c'est la participation. Il n'aura pas beaucoup de réelle opposition face de lui. Le Parti communiste, l'extrême droite et cette fille d'un oligarque. Voilà, alors, reprenons les candidats. Donc effectivement, le LDPR, Zhirinovsky, qui navigue autour de... Il a baissé au cours des années, mais il navigue, d'après les sondages, en dessous de 10%. Ça sera moins que ça d'ailleurs. Il y a évidemment la mouvance de gauche avec Grudinin, présenté par le Parti communiste, puisque Zyuganov, pour la première fois depuis 2000, je crois, ne se présente plus. Grudinin, qui est le président d'un sovkhoz du nom de Lénine, mais qui passe pour un excellent gestionnaire d'une économie administrée. Et pas seulement administrée, d'ailleurs, le Parti communiste a évolué. C'est disons, un bon gestionnaire, en général. Donc Grudinin, soutenu par le Parti communiste, soutenu aussi par une personnalité de gauche, qui n'a pas le droit de se présenter, qui a fait un peu de prison, qui est Udaltsov, qui représente un peu l'extrême gauche et qui soutient Grudinin. Et puis il y a dans le sillage de Grudinin deux autres candidats, l'un du Parti communiste dur, si je puis dire, et un autre, Babourine, qui est qui fait un peu de la figuration, mais qui se situe toujours à gauche. Manifestement, le Kremlin a favorisé l'émergence de ces candidatures de gauche, parce qu'en fait, son vrai concurrent dans l'opinion, c'est Poutine. Et les scores que fait Poutine tiennent au fait qu'il a, en quelque sorte, coalisé une partie de l'électorat du Parti communiste. Mais le Parti communiste représente une vraie force politique en Russie, et le fait qu'il y ait trois candidats, évidemment, améliore les chances de Poutine, si elle avait besoin d'être améliorée, dans cette élection. Alors ensuite, Ksenia Sobchak. Alors, on peut pas dire que Ksenia Sobchak, tout le monde appelle Ksenia, soit la fille d'un oligarque. En fait, c'est la fille du maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak, qui était un très proche ami de Poutine. Et c'est assez paradoxal, parce que dans l'héritage idéologique de Poutine, il y a aussi une partie libérale. Et cette partie libérale, elle a été transmise en quelque sorte par Sobchak, qui était un vrai libéral, le maire libéral de Saint-Pétersbourg. Et donc Poutine se conduit vis-à-vis de Sobchak avec, disons, avec délicatesse, si on peut dire, par respect de l'amitié qu'il avait pour son père, il lui laisse une marge de manœuvre qui, d'ailleurs, ne porte pas à conséquence en termes électoraux, mais qui est assez frappante. Ksenia Sobchak s'était introduite, elle avait été autorisée à participer à l'émission Ligne Directe, cette fameuse émission qui, à la fin de chaque année, met pendant 3h30 Poutine directement en contact avec son électorat, en fait, avec les citoyens russes. Et là, Sobchak était rentré en salle et avait posé des questions assez rudes, et son langage est extrêmement rude. Elle dit c'est très difficile de se présenter contre Poutine, les opposants vont en prison, parfois on les ennuie même physiquement. Donc elle a un langage particulièrement libre. Et elle est allée d'ailleurs à Washington il n'y a pas longtemps, elle a été auditionnée par des politiques américains. Elle se permet des choses qu'aucun candidat ne peut se permettre. Donc elle représente une mouvance libérale, mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi Yavlinsky, le candidat de Yabloko, qui est un parti qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, qui est un parti, j'allais dire, libéral, à la fois sur le plan politique, mais un peu moins, et sur le plan économique, un vieux routier de la
Yavlinsky, c'est un cheval de retour. Oui, il est bien vu par le monde occidental. Il n'a jamais eu aucune chance, mais il a le parti du pays, parce que c'est un vieux parti politique, et cette force libérale représente en fait l'héritage qui remonte à assez longtemps des décembristes. Il y a une tradition libérale en Russie qui a été effectivement fortement amoindrie par la vie politique, par le communisme, etc. Mais il y a un vrai héritage intellectuel et politique que Yavlinsky représente. Alors, deux candidats, entre guillemets, libéraux, Sobchak et Yavlinsky, trois candidats de gauche, donc il est clair que Poutine apparaît comme étant au centre, et c'est évidemment pour lui, j'allais dire, une bonne affaire électorale. Alors, comment expliquer le fait qu'il ait empêché Navalny de se présenter? Est-ce que Navalny était une véritable menace pour Poutine sur le plan électoral, ou est-ce que c'est pas un excès de zèle de la part de Poutine de l'avoir empêché pour des questions juridiques qui ne trompent pas grand monde de se présenter? Alors c'est très difficile à dire parce que les sondages, d'abord, ces élections, les élections présidentielles en Russie sont en général honnêtes. Pourquoi? Parce que, je dis pas c'est joué, mais on n'a pas besoin les gouverneurs, les autorités locales n'ont pas besoin de bourrer les urnes en fait, hein. Et donc en général elles sont honnêtes. Le seul problème, c'est que cette fois-ci, évidemment, elles risquent de l'être moins parce que les gouverneurs ont reçu pour mission de faire en sorte que le taux de participation soit très élevé. Donc, pour la première fois, j'allais dire, il faut être un peu vigilant sur la façon dont se dérouleront les élections parce que cette question de la participation est tellement cruciale pour le gouvernement que manifestement les autorités locales se feront du zèle. Navalny, la force électorale de Navalny, c'est un peu un mystère. Lors des élections municipales de Moscou, Navalny a fait 27,7%, enfin pratiquement 30% de l'électorat, ce qui a été une surprise pour tout le monde. Alors c'est Moscou est une ville libérale, c'est assez difficile de trouver, en tout cas avant la crise de Crimée et d'Ukraine, c'était difficile de trouver des partisans de Poutine qui soient pas des fonctionnaires à Moscou, et donc ce résultat est un peu exceptionnel. Mais il est quand même très symbolique. Maintenant, dans les sondages, Navalny, à un moment où la question se posait de sa participation, il faisait 2%, un peu moins. Hein. Donc au niveau national, sa représentativité, en tout cas sa capacité de rallier de nombreux électeurs, n'était pas avérée. Madame Panfilova, qui est la présidente ou la directrice du comité central chargé de veiller aux élections, le TSIK en russe, qui est une personne que tout le monde estime, qui est une personne de qualité et qui a fait preuve d'indépendance quand il le fallait. Elle a simplement constaté que Navalny avait une procédure judiciaire en cours. Il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour une affaire un peu trouble qu'on appelle du bois de Kirov. Et il a fait appel, et donc la question s'était posée à un moment, est-ce que le fait qu'il ait fait appel l'autorisait ou non à présenter sa candidature? Le comité a décidé que non, et donc il n'est pas candidat, ce qui le conduit d'ailleurs à appeler au boycott. Navalny, en termes électoraux, à ce stade, n'est pas véritablement un opposant dangereux pour Poutine. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de le laisser se présenter pour faire taire un peu les critiques sur le caractère contrôlé des élections? Alors, ça tient au fait que les sondages, aussi honnêtes soient-ils, puisque le VADA qui procède à ces sondages, même Tiom, qui est plus proche du gouvernement, autre organisme de sondage, sont quand même assez crédibles. Ces sondages, quelle que soit leur véracité, sont obligés de ne pas tenir compte du fait que le gouvernement, l'administration, la presse est mobilisée autour du candidat Poutine. Donc un sondage, alors que toute la ressource administrative, comme on dit, est concentrée sur la promotion du candidat principal, Poutine, ces sondages laissent un point d'interrogation quand même. Et surtout, Navalny a une capacité de mobilisation extraordinaire. Et si on l'avait peut-être laissé mener une campagne, j'allais dire avec une concrétisation
possible en termes électoraux, il aurait peut-être redistribué les cartes. Mais ce qui est pour contraindre Poutine à un second tour? Je ne pense pas, mais c'est très difficile d'en juger. C'est très difficile d'en juger. Il a une capacité de mobilisation. Il a une capacité de mobilisation auprès des jeunes. Il a une capacité de mobilisation contre le parti Russie Unie, qualifié du parti des escrocs et des voleurs depuis une dizaine d'années, et qu'on retrouve d'ailleurs comme thème dans certains discours électoraux. Navalny, c'est un grand mystère. C'est clair que il a beaucoup d'appui. On le situe à gauche, je ne suis pas sûr, parce c'est un mélange. Son positionnement politique est un peu ambigu. Il est à gauche, il est nationaliste aussi. Son thème principal, c'est la lutte contre la corruption. Il a une ONG qui travaille sur Internet, qui déniche, si je puis dire, les cas de corruption les plus probants, enfin les plus avérés de la part de la nomenclatura. Il a récemment sorti un film sur les demeures de Medvedev, et ces demeures de Medvedev ont fait l'objet même d'interpellations à la Douma. Donc Navalny, il joue un rôle très particulier. Manifestement, à un moment, le pouvoir l'a ménagé, ou en tout cas l'a instrumentalisé. Il l'a pas ménagé parce qu'il a fait beaucoup il a subi beaucoup d'interpellations, il a été emprisonné quelques jours. Mais manifestement, il était utilisé par certaines forces autour du pouvoir pour se déstabiliser les uns les autres. Et la relation entre le pouvoir et Navalny, actuellement, elle est clarifiée. Il n'a pas le droit de se présenter, mais dans le passé, elle a été ambigu, et notamment il a fait partie d'une initiative politique destinée à déstabiliser Medvedev. C'est évident. Ce film sur le château de Medvedev à Plios, qui est une petite ville sur la Volga, a beaucoup troublé. Donc Navalny est une force qui va rester. Il rallie les jeunes. On ne sait pas trop ce qu'il représente. En tout cas, c'est un facteur le pouvoir n'aime pas les choses pas très stable, et c'est un facteur de déstabilisation, et c'est pour ça qu'on l'a écarté. Alors, Poutine va être élu, ça ne fait de doute pour personne. Quel est l'état du pays qu'il va reprendre en charge à partir de cette élection? Alors, c'est très difficile de dire quelle va être la politique de Poutine après son élection. Il y a eu plusieurs Poutines. Il y a eu le Poutine pro-américain du premier mandat, il y a eu le Poutine du redressement du deuxième mandat, il y a eu ensuite Medvedev qui a été, avec l'aval de Poutine, une tentative de libéralisation du régime, et ensuite il y a eu le mandat précédent de Poutine qui vient de s'achever, et qui va s'achever, et qui était un mandat de durcissement interne et externe. Personne ne sait ce que sera le quatrième mandat de Poutine. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, d'abord, il y a un vrai débat en Russie, à la fois sur le diagnostic de l'économie russe et sur les mesures qu'il convient de prendre. Avant même l'élection, depuis déjà plus d'un an, Poutine a mis en concurrence au sein du Conseil économique présidentiel les différents intellectuels ou économistes sur quelle solution apporter, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan économique pour la Russie. Il y a d'un côté Titov, qui lui-même est candidat, qui est le candidat des entreprises, qui est un candidat qui représente le club Stolypine, qui est en gros, qu'on pourrait appeler un club keynésien d'État, c'est-à-dire il faut maintenir la discipline, il faut libérer les forces des entreprises, c'est-à-dire il faut arrêter de les mettre en prison quand ils payent pas d'impôts ou des choses comme ça. Il y a la condition d'entrepreneur, surtout petites et moyennes entreprises, est difficile en Russie, donc Titov les représente, mais en gros ce que Titov demande, c'est du quantitative easing, c'est-à-dire plus d'argent, et de mettre fin à la politique de rigueur financière et monétaire qui est menée par Madame Niaboulina, la directrice la présidente de la Banque centrale. Et puis en face, il y a un autre économiste qui a été ministre des Finances, qui est très apprécié par le monde occidental, parce qu'il a été les interlocuteurs de Madame Lagarde et de tous les grands argentiers et financiers du monde, Koudrine, qui lui est pour une vraie
politique libérale sur le mode occidental, où il faut non seulement libérer les forces de l'entreprise, mais procéder à des réformes importantes en matière de justice, de droit commercial, etc. Alors, la situation économique qui justifie ces interrogations, c'est une situation où la substitution aux importations, qui est le thème majeur qui a été mis en avant par Poutine pour contrer en quelque sorte l'effet des sanctions internationales, n'a pas très bien réussi en dehors du secteur agricole, un peu la chimie, mais pas grand-chose. Mais c'est aussi une situation où l'augmentation du prix du baril et l'augmentation du gaz et du pétrole donnent une marge de manœuvre au gouvernement. Le taux de croissance cette année, un peu décevant par rapport aux prévisions, 1,5%, on attendait 2, 1,9%, va sans doute se maintenir, même si le prix du pétrole a un peu baissé, puisqu'il est maintenant à $60 le baril, alors qu'il avait atteint presque 70 le mois dernier, donne des marges de manœuvre considérables au gouvernement, parce que le budget a été établi sur la base de $40. Donc entre 40 et 60, ça donne de l'argent pour procéder à des ajustements en matière sociale. Par exemple, le salaire minimum a été augmenté de 25%, des ajustements en matière de retraite, et poursuivre la course aux armements, en quelque sorte, qui est relancée actuellement. Donc l'économie, si on avait l'assurance d'avoir à peu près 2% de croissance, on serait assez content en France. Finalement, les Russes sont pas si mécontents que ça, mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Est-ce que le fait que Poutine soit populaire, selon les sondages, est dû, comme on l'entend souvent dans le monde occidental, à la maîtrise des moyens d'information, à la maîtrise, disons, à la poigne autoritaire de Poutine, et que c'est une fausse popularité, ou est-ce qu'elle vous paraît réellement enracinée dans la population? Je crois qu'il y a une vraie popularité de Poutine. Alors, la question qui se pose, vraie popularité auprès des gens qui ont connu les années Yeltsin et l'effondrement de la Russie, la baisse de 50% du PIB dans les années 90, le règne de la mafia et tout ça. Donc Poutine a apporté de l'ordre et de la croissance, appuyée d'ailleurs par l'augmentation du prix du pétrole. Donc les vieux aiment bien Poutine. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est que il y a un véritable, entre guillemets, consensus de Crimée. L'écrasante majorité des Russes considère que la Crimée a toujours été russe et que Poutine a bien joué en récupérant la Crimée. Mais l'effet consensus de Crimée, il va pas durer longtemps. Ensuite, les nouvelles générations n'ont pas connu la période Yeltsin. Elles n'ont connu ni la période communiste ni la période Yeltsin. Donc elles demandent plus. Elles demandent plus, pas forcément plus de liberté, ce qu'on qualifiait autrefois de formel du temps du communisme, mais plus de liberté d'entreprendre, plus de liberté de ton, moins d'État qui harcèle un peu les gens, et donc il y a une vraie demande, et puis plus de croissance aussi, plus d'argent, parce que il est clair que quand on parlait d'économie, malgré ces 1,5% de croissance, donc reprise un peu faiblarde, sur les 2 années qui ont précédé, le revenu moyen des Russes a diminué de presque 10%. Donc il y a une vraie demande, et l'effet consensus de Crimée ne va pas durer très longtemps. Mais tout ceci sur un fond sociétal, si je puis dire, très particulier. On a fait des sondages récemment, les Russes demandent de l'autorité, plus d'autorité. Il y a des sondages très amusants là-dessus. Ils considèrent que les libertés qu'ils ont sont en gros à peu près satisfaisantes, essentiellement celle de voyager, de se promener, d'avoir un rouble convertible. Pour le reste, finalement, ils sont assez contents avec un régime autoritaire. Ce qui veut dire que malgré la maîtrise de la ressource administrative, malgré la maîtrise totale des médias audiovisuels, Poutine, il atteint actuellement 80%, mais même si on retire 20%, ça fait 60% de popularité. Il y a peu de dirigeants occidentaux qui peuvent se flatter d'un tel niveau de popularité.
Là, vous parliez du consensus de Crimée. Est-ce qu'il y a un consensus syrien? Ou est-ce que la présence militaire russe en Syrie commence à être contestée? Est-ce que la population russe commence à dire tout ceci nous coûte cher pour pas grand-chose? Est-ce qu'il y a une différence d'appréciation sur l'intervention, l'intervention russe en Crimée et en Ukraine et ce qui se passe en Syrie? Alors, dès le début, l'intervention en Syrie a suscité des interrogations. Il y a eu des mouvements dans la presse en disant mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Le souvenir de l'Afghanistan est quand même très vivant. Et donc, il y a eu des interrogations. Alors, le succès manifeste de l'opération a calmé en quelque sorte ces inquiétudes. Finalement, le taux de perte a été très faible, hein, quelques dizaines de morts, évidemment parfois spectaculaires, en général des personnalités importantes dans l'armée, mais pas beaucoup. Et donc, ceci se terminant par la tentative de transformer l'essai militaire en processus de paix, finalement, la question syrienne n'est pas véritablement déterminante dans la campagne électorale, d'autant moins que Poutine a annoncé triomphalement il y a un mois que la guerre était gagnée et qu'il rapatriait ses troupes et qu'actuellement, et donc ça a fait évidemment tout à fait plaisir à l'opinion russe, et que finalement restent sur place les forces spéciales et l'aviation, et donc je crois que la question syrienne ne jouera pas dans la campagne à ce stade. Mais est-ce que à l'avenir, ça ne risque pas d'être le mandat de trop pour Poutine, parce que finalement le consensus de Crimée va prendre fin ou s'estomper, et en Syrie la paix ne semble pas être pour un avenir proche. Donc est-ce que Poutine n'est-il pas au fait de sa gloire, et est-ce qu'elle ne peut pas que redescendre maintenant? Alors la question du mandat de trop, c'est une vraie question. Il est clair que dans l'opinion éclairée, dans la classe créative, comme on dit, les jeunes des villes, et il y a quand même 15 villes millionnaires, les villes représentent 30% de la population russe. Il y a des inquiétudes sur la dérive de la Russie par rapport à l'Occident. Il est clair que l'opinion publique éclairée n'a pas envie d'être en concurrence, en rivalité, avec des risques de guerre avec l'Occident. Et ils se sentent européens, ils se sentent occidentaux, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et la poursuite d'une politique qui mettrait la Russie en porte-à-faux ou en opposition avec l'Occident, et qui en plus la rapprocherait un peu trop de Pékin, avec lequel il y a peu d'affinité culturelle ou civilisationnelle, comme on dit, n'est pas du goût de la population russe éclairée. Et donc, le mandat de trop, ça serait un mandat de trop si Poutine ne réussit pas à stabiliser ses relations avec l'Occident. Là, il y aurait un vrai problème d'adéquation entre son opinion et la politique qui est suivie par le gouvernement. Merci Jean de Glignasti, à un mois des élections en Russie, de ce tour d'horizon à la fois politique, économique et stratégique de la Russie. Merci beaucoup de cet entretien à vous deux sur IDFM, cet entretien très éclairant sur la Russie, même si vous avez compris que cette interview s'était déroulée avant les élections russes, et elles ont déjà eu lieu bien sûr. En tout cas, encore merci et bonne journée à vous deux. Tout de suite sur IDFM, une petite pause musicale avec Manu Pilas, Bella Ciao. Tout le temps, il est plus de minute 26. Tutte le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fiore.
d'abord, poursuivons avec les infos du jour. C'était Bella Ciao de Manu Pilas. Donc poursuivons avec les infos. Tout d'abord, non, le glyphosate ne sera pas interdit avant 2023, comme pour le reste de l'Europe. Tels en ont décidé hier les députés à l'Assemblée. Avouons qu'il y avait peu de députés présents, seulement une centaine, 60 ont donc voté contre l'avancée de la date d'interdiction. Les Pays-Bas font un pas vers le troisième sexe. Un citoyen néerlandais né intersexué a obtenu le droit de ne pas avoir à s'inscrire comme homme ou femme sur son acte de naissance. Le requérant néerlandais demandait à la justice d'intégrer une troisième entrée sur les actes de naissance car les personnes intersexuées naissent avec une ambiguïté sexuelle visible, c'est-à-dire avec des organes génitaux difficiles ou impossibles à définir comme masculins ou féminin. En tout cas, telle a été la décision des juges qui ont dit pour permettre l'inscription sous un troisième genre, X par exemple, un amendement de la loi est nécessaire. La balle est maintenant dans le camp du législateur. Le tribunal s'est donc prononcé en faveur de la modification du sexe de la personne sur l'acte de naissance sous la mention « Le sexe n'a pu être déterminé ». Ils ont dit « Le moment est venu pour la reconnaissance d'un troisième genre ». Comme en Allemagne, effectivement, en novembre en Allemagne, le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe a exigé l'ouverture de l'inscription d'un sexe autre que le masculin et le féminin dans les registres de naissance. Alors, dette publique ou déficit public? Hier, nous vous confirmions que l'État reprendra 35 milliards de la dette de la SNCF et nous vous avons expliqué l'endettement de la SNCF. Le calendrier est lui aussi fixé, 25 milliards d'euros en 2020, puis 10 autres milliards en 2022. Reste toutefois une inconnue de taille, la façon dont l'opération sera prise en compte et son impact sur les finances publiques. Eh bien, l'État qui va le porter dans ses comptes, sachez que notre dette publique se montait à 2,218 milliards d'euros fin 2017. L'INSEE avait déjà anticipé en affectant sur le plan comptable une partie de la dette SNCF à l'État. C'est donc, entre guillemets, seulement 25 milliards supplémentaires qui vont venir alourdir la dette publique car ils seront considérés comme une dépense. Reste maintenant donc la question, vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux, de l'impact. Le déficit 2019 devrait alors atteindre 1,9 du PIB en 2020 au lieu des 0,9 prévus. De même, en 2022, la nouvelle trajectoire conduirait à un déficit public de 0,1 du PIB, là où le gouvernement espérait afficher un excédent de 0,3%. Voilà qui réduit les marges de manœuvre budgétaires pour le financement d'autres politiques publiques, a mis en garde le député LREM Joël Giraud. Et là, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin s'y sont opposés dans un communiqué hier, déclarant « L'analyse des autorités françaises est que la dette de SNCF Réseau pourrait être reclassifiée dans la dette publique sans impact direct sur le déficit public. » Bref, c'est subtil. Un impact sur la dette publique, en tout cas pas sur le déficit public si l'on en croit les membres du gouvernement. Affaire donc à suivre en fin d'année, puisque le gouvernement va à l'encontre des pratiques habituelles retenues par Eurostat, l'institut de statistique chargé d'unifier des règles entre les États membres de l'Union européenne. C'est vrai que c'est un peu complexe. Autre information, pas de baisse d'impôts de production pour les entreprises. Édouard Philippe annonce hier qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts de production pour les entreprises avant 2020. Le chef du gouvernement a évoqué un environnement contraint au niveau budgétaire et la nécessité de concertation préalable avec les collectivités territoriales. Alors qu'est-ce que l'impôt de production, pensez-vous? Eh bien, ce sont des impôts locaux payés par les entreprises qui s'ajoutent à l'impôt sur les bénéfices réalisés. Annonce logique, puisque la taxe d'habitation devrait disparaître pour tous les contribuables d'ici la fin du quinquennat, ce qui enlève plus de 20 milliards d'euros de recettes annuelles pour les collectivités territoriales. Il va donc falloir compenser le manque de recettes pour les collectivités, d'autant que la taxe d'habitation leur permettait une certaine liberté. Alors, va-t-on vraiment supprimer cette taxe? Comment compenser ce manque de recettes? Eh bien, telle est la mission de Dominique Bure et du sénateur du Val d'Oise Alain Richard, qui, dans un rapport, suggère qu'on transfère aux collectivités locales une partie des impôts nationaux, de la TVA ou de la CSG. L'inconvénient pour les communes serait qu'elles n'auraient plus la maîtrise de leurs ressources, puisque l'argent arriverait directement de l'État. Mais il faudrait pour cela que l'État fasse donc des économies à hauteur des sommes transférées. Pas facile,
surtout pour un gouvernement qui n'a pas montré une volonté en ce sens jusqu'ici sur ce sujet de l'économie budgétaire. Alors la question est posée, y aura-t-il la création d'une super taxe foncière ? Eh bien, toujours dans le rapport de Dominique Bure et du sénateur du Val d'Oise Alain Richard, il suggère la création d'un prélèvement sur les logements sous-occupés, c'est-à-dire les résidences secondaires, et celles qui ne sont pas louées au moins 6 mois de l'année. En réalité, il s'agirait d'une nouvelle super taxe foncière, d'une valeur au moins égale à la taxe d'habitation, et dont le montant pourrait être éventuellement encore augmenté dans les zones dites entre guillemets en tension, c'est-à-dire les zones où les prix des loyers sont élevés à cause de la pénurie de logements. Tout cela serait décidé par les communes en fonction de leurs besoins. Cela veut donc dire que la taxe d'habitation serait non seulement maintenue pour les résidences secondaires, mais augmentée. Certes, ces deux experts en finance préconisent aussi de réviser des bases locatives. Et aujourd'hui, elle est assise sur une valeur de logement estimée à il y a plusieurs décennies, sauf pour les logements neufs, bien entendu. Donc, ce qui veut dire que pour les maisons anciennes, la révision de ces bases signifierait que tous les logements verraient leur taxe foncière très augmentée. En clair, on risque de créer une super taxe foncière en remplacement de la taxe d'habitation. Les propriétaires d'une résidence secondaire pourraient donc payer encore plus cher qu'avant, surtout donc, je le répète, s'ils ont une maison ancienne. Donc là aussi, attendons, suivons l'affaire. Autre information, eh bien, très récemment, la Cour des comptes a à nouveau taclé le gouvernement pour ne pas assez réduire son déficit, je vous le disais tout à l'heure. C'est peut-être pourquoi dans l'émission Le Grand Rendez-vous sur Europe 1 il y a quelques jours, cette émission c'est Europe 1, Les Échos et CNews, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a expliqué qu'il pourrait, je cite entre guillemets, légitime de réduire la politique sociale pour l'emploi. Autrement dit, réduire les aides sociales à l'emploi qui existent aujourd'hui sans préciser lesquelles seraient visées. Nous pensons que nous ne sommes pas condamnés à compenser les inégalités par toujours plus de dépenses publiques, c'est-à-dire toujours plus d'impôts au bout du compte pour le contribuable, a-t-il expliqué. La manière dont on lutte contre les inégalités depuis 20 ou 30 ans en France n'est pas la bonne. Il y a des inégalités importantes liées à la formation, liées à la qualification, liées à l'emploi et au chômage, et nous compensons ces inégalités importantes en France par des aides sociales toujours plus élevées. Nous voulons rompre avec cela, traiter des inégalités à la racine, en formant mieux, en qualifiant mieux, en donnant des emplois. Ça nous autorise ensuite à réduire le montant des aides sociales qui sont distribuées pour compenser ces inégalités. La direction du budget, donc, travaille sur un document intitulé « Transformer les prestations sociales », ce qui veut dire que Bercy étudie des pistes visant à revoir les critères d'attribution de certaines aides sociales ou à réduire leur montant dans l'objectif de tenir les engagements budgétaires du gouvernement. Voilà donc un autre sujet que nous devrons suivre. Alors, il faudra d'ailleurs peut-être, en conclusion, s'attendre à de nouvelles réformes. Jérôme, donc, quand la paresse permet de créer des inventions devenues indispensables ou la création de la webcam. Oui, on va commencer effectivement par la webcam. Alors, connaissez-vous Paul Jardetsky et Quentin Seyffardt-Fraser ? Donc, l'histoire remonte à 1991 dans l'université de Cambridge, située dans l'est de l'Angleterre. Le laboratoire d'informatique ne disposait alors que d'une seule machine à café. Régulièrement, nos deux compères devant traverser le bâtiment arrivaient devant une machine vidée par les nombreux pensionnaires de l'université. Lassés de faire des trajets pour rien, ils décident d'installer une caméra pour savoir en direct quand la machine est remplie de café et de gobelets. Ils l'ont ensuite reliée à leurs ordinateurs par des câbles cachés dans le plancher. Puis ils ont créé un programme informatique permettant de transmettre un cliché en noir et blanc toutes les 20 secondes. La première webcam est née. Grâce à l'envie de café de deux ingénieurs informatiques, tous les ordinateurs en vente en sont maintenant équipés, sans compter qu'un smartphone ne peut pas prendre de selfies, doit prendre des selfies indispensablement de nos jours. Donc même les radios l'utilisent pour diffuser l'image des directs en studio sur leur réseau. Seconde information pour terminer, quelques chiffres. Alors, l'expression bien connue « en mai, fais ce qu'il te plaît » a visiblement été appliquée par quelques collectionneurs ce week-end. Tout d'abord, le monde du vin a vécu une enchère historique. 3 bouteilles de vin jaune d'Arbois datées de 1774 ont été proposées le 26 mai aux meilleurs offrants. Elles pourraient être les plus vieilles bouteilles de vin en circulation. Après une âpre bataille, les trois flacons ont été remportés pour la somme de 76 250 €, 73 200 € et 107 700 €.
Une dégustation de ce même vin jaune avait été organisée en 1994 au Château Pécaud par 24 professionnels du vin. De couleur ambrée avec un goût, je cite, de noix, d'épices, de curry, de cannelle, de vanille et de fruits secs, le vin avait été noté 9,4 sur 10 par les testeurs. À 14 360 € le verre de vin, on n'en entendait pas moins. Mais encore plus insolite, 2 melons Yubari, fruits très prisés au Japon, se sont vendus pour la somme record de 3,2 millions de yens, donc 25 000 € environ. Cela s'est passé samedi lors des enchères à Sapporo, sur l'île de Hokkaido, au nord du Japon. La paire était la première de l'année à être présentée aux enchères du marché et a été achetée pour une firme locale de conditionnement de fruits. Cette somme, qui suffirait à acheter une voiture neuve au Japon, surpasse le record précédent de 200 000 yens, donc 1 500 €. Merci Jérôme pour ces belles informations. Merci à tous de nous avoir suivis sur IDFM. Bonne journée, on vous retrouve demain avec grand plaisir. Voilà. Samedi 30 juin à 14h30, IDFM Radio Regain, à l'occasion de son 35e anniversaire, vous propose un thé dansant à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains en compagnie de Roberto